vous avais proposé de vous parler un petit peu des villes en transition. Je vais être extrêmement bref. L'idée de la ville en transition, c'est un agriculteur qui s'appelle Rob Hopkins, pas un agriculteur, un permaculteur, Rob Hopkins, qui a une quinzaine d'années, s'est retrouvé en formation avec des jeunes, donc c'est un Anglais. Il a dit il faisait une formation sur le pic pétrolier. Pic pétrolier, vous savez qu'il y a une centaine d'années, on n'avait pas de pétrole, on ne l'utilisait pas. Et dans 100 ans, on sait qu'on aura mangé toutes les ressources. Donc il se disait, il y a un moment donné, on va manquer de pétrole. Comment on s'organiserait, comment on organiserait notre société si on avait plus de pétrole. Donc l'idée de base de la transition, elle est vraiment liée au pic pétrolier. Voilà le pic. Donc comment on s'organise dans un monde moderne sans pétrole, sans plastique, sans les transports aussi faciles, en localisant, en relançant le vélo, en ayant tout à proximité, en faisant toutes ces choses-là. Donc les villes en transition, c'est vraiment parti de cette idée-là, de créer avec des collectifs citoyens des facilités pour organiser le monde de demain. Voilà. Alors je ne sais pas, Béziers n'est pas une ville en transition, je ne sais pas si vous en connaissez. Si ? Ça commence ? Départemental, il y a un gros travail qui s'est fait, qui s'est organisé le week-end du 11 et 12 mars au Vigan, avec tout un tas d'assauts, chapeautés par Alternativa Montpellier Héros, et ils sont en train de lancer des plateformes collaboratives territoire en transition. D'accord. Encore une fois, on en revient au principe où on part de la structure pour arriver au détail. Ça n'est peut-être pas encore arrivé concrètement et effectivement sur Béziers, mais il y a des acteurs un peu partout. D'accord. Voilà. Oui, si sur Béziers, il y a une prise de conscience justement du développement de l'urbanisme vers maintenant plus que de l'éco-quartier, parce que l'éco-quartier c'est un joli mot, mais ils se donnent les moyens sur les nouveaux territoires qui vont partir en aménagement dans les prochaines années de répondre à toutes ces problématiques. Ok. Bon, moi, pour y avoir participé il y a 5 ans sur Aurillac, lorsqu'on avait lancé la ville en transition, très vite, ça a tourné en réunion, choses comme ça. Ça avait un peu aussi besoin de cadrage, j'avais trouvé. Donc, c'était fort sympathique, mais c'est pas allé aussi loin qu'on l'espérait. Alors, quelques permaculteurs pour finir. Donc là, je reviens sur un aspect plus nourricier. Masanobu Fukuoka, donc, qui est décédé maintenant, qui dans les années 60 a développé des systèmes très intéressants de culture sans labour. Alors, vous voyez, en fait, il mettait la graine dans des billes d'argile. Donc au lieu de semer la graine dans la terre, il jetait au vent en fait toutes ces billes d'argile et il faisait des rotations de façon à ce que le terrain soit toujours occupé par les herbes que lui avait choisies, bien sûr, qui avaient un intérêt particulier, pour pas qu'il y ait des pousses de mauvaises herbes, et pour éviter d'avoir à labourer. Donc il mettait du trèfle blanc, qui va être une légumineuse qui va apporter de l'azote dans le sol, qui va pas être très haute, et donc qui va couvrir sous forme de tapis comme ça, puis au bout d'un moment, le blé arrive à passer à travers le trèfle, et du coup, après, il est plus embêté par cette occupation du sol. Donc voilà, il faisait des rotations comme ça. Et à la fin, donc, il moissonnait le blé, il remettait la paille, toujours pareil, pour occuper le sol. Donc il refaisait un paillage sur tout son champ. Il faisait venir les canards qui mangeaient les derniers grains de blé, qui allaient faire leur crotte et qui apportaient de l'azote. Et puis il ressemait derrière le blé, il faisait des rotations comme ça, donc des choses très intéressantes. Vous avez son livre ici, si ça vous intéresse. Beaucoup plus capitalistique, Joël Salatin, un Américain qui a développé beaucoup de choses autour des animaux. Vous avez ici un système que j'aime beaucoup, très connu en permaculture aussi, qui est la brouette à poulet. Donc l'idée, c'est de donner à manger au poulet chaque journée la surface de la de la brouette. Et on déplace d'une longueur tous les jours. Donc vraiment on rationne pour les poulets, c'est du pâturage tournant pour adapter aux poulets. Vous voyez dans ce truc-là, il y a une partie qui est abritée, il y a une partie il y met de l'ombre, donc voilà, les poules peuvent se déplacer, et il y a à manger, il y a le grain, il y a l'eau,
Et donc tous les jours, il en a une dizaine comme ça, et il les déplace de 5 mètres. Ça lui prend 10 minutes, et voilà. Donc il a développé beaucoup de choses. Il y a j'aime beaucoup ce... Vous savez que les cochons adorent gratter. C'est pareil, ça fait partie de leurs besoins. Ils vont avec leur truffe, ils grattent énormément. Donc lui, comme il avait un élevage de cochons, puis un élevage bovin également, donc des vaches, il a utilisé cet aspect de grattage pour son élevage bovin, pour faire le compost. Donc pendant l'hiver, les vaches sont à l'intérieur du bâtiment. Donc dès qu'elles mangent le foin, eh ben, il va repailler. Et avant de repailler, il passe avec un seau de maïs, et il balance du maïs sur la litière, et puis il repaille. Donc les vaches, elles font leur déjection, le lendemain elles recommencent, et ainsi de suite. Et quand l'hiver est fini, qu'on envoie les vaches dehors pour les 8 prochains mois, eh ben, il y a un tas de fumier qui est haut comme ça dans le bâtiment. Et ce qu'on fait naturellement, tous les agriculteurs, on sort le fumier, qui est un fumier qui n'est pas du tout composté, avec beaucoup de paille et de choses comme ça. On en fait un tas qui sent mauvais, forcément, et qui attire les mouches. Au bout de 2-3 mois, on le retourne pour redémarrer le compostage, et au bout de 3 mois supplémentaires, on le met sur un épandeur, qui est une espèce de grosse remorque, qui va balancer tout ce fumier sur le terrain. Et donc, on va l'épandre sur le terrain, et on remet les vaches, et ainsi de suite. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est les cochons qui vont faire ce travail-là de malaxage. Donc quand les vaches sont sorties, il envoie les cochons dedans, qui adorent le maïs, et qui vont passer leur journée à gratter tout ce fumier et à faire du compost. Ce qui fait qu'à la fin, on a une espèce de poudre, c'est de la terre, et il rentre avec un godet sur le tracteur, il le met directement sur l'épandeur à fumier, et puis il va épandre un fumier qui est très composté. C'est pas lui qui a des camions de poulailler? Si. Il met des vaches. Voilà. Une semaine, il amène son camion de poulailler, mais les clôtures, il lâche les poules. Voilà. Pour les poules pondeuses. Voilà. Il fait aussi, oui, tout à fait, c'est lui. Voilà, j'explique pas tout ce qu'ils font parce que souvent c'est des sources d'idées pas possibles. C'est pareil, il a cette idée que les vaches, elles consomment un niveau d'herbe, mais pas tout, donc elles valorisent pas tout. Donc il fait passer les animaux les uns après les autres sur les surfaces parce qu'ils vont pas consommer les mêmes choses. Donc c'est vraiment comment on maximise. Sur sa ferme d'une centaine d'hectares, il fait vivre une dizaine de personnes. On n'a pas ça nulle part en France, quoi. Il a un atelier de découpe. Alors c'est marrant, son atelier de découpe, il est extérieur. Tiens, c'est incroyable, quoi. Il a juste un abri, puis les gens ils font la tuerie, donc ils tuent les poulets, machin, pour les vendre derrière, dehors. Il fait ça dehors, parce qu'en fait il y avait un vide juridique dans la loi, donc on lui imposait trop de normes pour construire une vraie tuerie, chose comme ça. Il a vu qu'il y avait un vide, donc il a utilisé ce vide juridique. Donc ça, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Très connu aussi, Sepp Holster, qui a fait de la permaculture. Donc lui, c'est en Autriche, 1500 mètres d'altitude, dans le Krameterhof, donc une des régions les plus froides d'Europe, et qui a fait... Donc il est très connu, entre autres, pour ses fameuses buttes. Et donc lui, les buttes nourricières, en fait, qu'il va faire, il les remplit au fond avec des rondins d'arbres. Il fait des gros rondins et puis du plus fin, ce qui fait que ça va se composter, ça va créer de la chaleur pour la butte, donc ça va démarrer aussi les buttes un peu plus tôt. Il y a un gros réseau d'hydraulique, il y a une quarantaine de bassins, tous reliés les uns avec les autres. Enfin, il a vraiment fait un truc, quelque chose de formidable. On a aussi un livre, s'il y en a que ça intéresse. Il travaille également, il fait pousser des champignons, enfin voilà. Beaucoup de choses. Un que j'aime beaucoup également, Stefan Sobkowiak, qui est moins connu, qui est un Canadien, qui a travaillé lui sur un verger permacole. Alors, je connais bien parce que c'est un copain qui a réalisé le film qui a été fait. Et donc là, c'est un gros travail sur les mélanges des essences et sur les étages. Donc on va avoir des arbres qui vont être assez hauts avec des fruits en hauteur. Qu'est-ce qu'il a Il a planté des choses en bas, voilà, pour pouvoir maximiser l'espace. Des choses passionnantes. Et enfin, un petit dernier qu'on associe rarement à de la permaculture, mais pour moi, la démarche, c'est la même. Jean Pain, qui est décédé maintenant il y a un petit moment. Dans les années 60, il récupère en Provence, je crois, c'est 200 hectares de forêt,
il avait pris pour son habitation, puis il y avait 200 hectares de forêt, et en fait, il avait tellement peur que ça crame, il s'est dit, moi, je vais nettoyer les forêts, la forêt était complètement à l'abandon. Donc il a récupéré toutes les broussailles, ben, vous voyez, sur 200 hectares, il en a fait des tas de broussailles. Puis à la fin, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ces broussailles? Donc il a essayé plein de trucs, il a testé, alors il s'est beaucoup trompé, et puis il a réussi à composter ses broussailles. Donc après, ce compost, il l'a utilisé pour son potager, il a vu qu'il avait des résultats extraordinaires, ça a donné lieu à... donc après, pour faciliter le travail, il a déchiqueté ses broussailles. Donc c'était l'inventeur de la première déchiqueteuse à bois qu'il a breveté. Maintenant, tous les paysagistes ont tous une déchiqueteuse à bois, mais avant c'était bien lui qui a inventé la première. Et il a vu après que donc ça faisait un résultat qui était étonnant sur les légumes. Donc ça a donné lieu à un nom maintenant qui s'appelle le bois ramel fragmenté, si vous connaissez. Ça va recréer en fait les conditions d'un sous-bois dans votre potager. Donc très adapté pour les zones très très chaudes. Après il a vu, le compost, ça chauffe. Donc comment on peut récupérer ces calories-là? Il voyait un système de tubulure, et en fait juste à côté il y a la maison, et ça chauffe sa maison. Donc la chaleur du compost va chauffer la maison, puis après en fin de compte il a vu que ça faisait du gaz. Donc à la fin, à l'intérieur, il a enfermé une bonbonne de gaz qui récupère le gaz, et avec, il mettait dans son véhicule, il a adapté les injecteurs, il avait un vieux J9 qui roulait avec 4 bonbonnes de gaz, c'est-à-dire dans les années 70, je vous parle de ça. Donc tous les ministres de l'Agriculture à l'époque allaient le rencontrer, voilà, c'est dommage, bon. Ça demande après beaucoup de main d'œuvre, donc c'est des choses qu'on n'a pas voulu généraliser, mais voilà, son approche était également passionnante. Voilà, donc j'ai été peut-être un petit peu long, je ne sais pas si